Parce que quand on va chez Toubib, c'est pas le Toubib qui dit merci d'être venu. Et là, quand j'ai vu la façon dont vous entrez, la façon dont vous vous rencontrez, la façon dont vous vous retrouvez où vous vous trouvez, je me dis qu'on est dans une thérapie de groupe. On est dans une thérapie de groupe, une thérapie post-traumatique pour un quinquennat effrayant, épouvantable, où tout ce que nous aimons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes a été systématiquement pilolé. Et je me disais en vous voyant arriver, en voyant les uns et les autres parler, que la dynamique Zemmour, ben ça marche. J'étais étonné et amusé de voir l'ancien directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen, bonsoir Pascal Gana, en grande discussion avec un élu de la Sarthe, connu et reconnu pour son travail remarquable, bonsoir Fabien Lorme. Et ça marche. Ces femmes me disaient, mais quand je suis crevé, quand je rentre le soir, je me cale dans mon canapé, j'allume la télé et j'écoute Zemmour. Ça me fait un bien fou, ça me détend, ça me rafraîchit. Mesdames et messieurs, ce soir, ici, on est là pour se rafraîchir, pour se détendre et pour se faire un bien fou. D'ailleurs, après, on aura un pot où on pourra se rafraîchir au sens propre du terme. Je voudrais juste qu'on prenne le temps de mentaliser. Les psys font ça. Pour les sportifs, donc le militant c'est un sportif, les psys font ça. Je vous demande de visualiser l'image. Là, vous avez Éric Zemmour qui est sur le perron de l'Élysée, et en bas, 5 marches plus bas, parce qu'il y a au moins 5 marches plus bas, sur le tapis rouge, dos à l'Élysée, direction la sortie, Emmanuel Macron. Et donc, Éric Zemmour sur le perron, et vous avez Maugréant, Macron qui s'en va en dernier, je reviendrai pour vous emmerder. Et là, il y a Éric Zemmour qui l'entend, qui sourit et qui répond, ben voyons. La première chose que je voudrais faire, c'est remercier les militants, parce qu'en Mayenne, c'est absolument incroyable. Ça tracte, ça boite. Quand je dis ça boite, c'est que ça met des tracts dans les boîtes aux lettres, c'est notre génération qui boite. Mais ça tracte, ça boite. Dans tous les marchés, ils sont présents. Ça affiche partout. Vous ouvrez, vous voyez, il y a une affiche de Zemmour. Si jamais il y a la France Insoumise qui vient coller, c'est recollé immédiatement. On ne lâche pas le terrain. Le terrain, vraiment en Mayenne, le terrain est venu. Je voudrais qu'on applaudisse le responsable départemental de la Mayenne Grande Conquête, Pierre Gardès. Pierre, s'il te plaît. Merci Thierry. Merci pour tes mots et merci à tous d'être venus si nombreux à notre grand rassemblement mayennais. Avant de rendre la parole à Thierry, une petite chose. N'écoutez pas les sondages volatiles. Ne soyez pas découragés par des paroles de fiel de certains médias. On va gagner. Merci infiniment. Vous êtes près de 300 et je vous demanderai de rester mobilisés jusqu'à la fin. Alors la fin, c'est les présidentielles, mais il y a 2 tours. Et après, il y a les législatives. Et on a bien l'intention d'être présents sur toutes les circonscriptions de la Mayenne. Mais on aura besoin de vous. Alors merci pour votre courage, merci d'être là. Merci beaucoup Pierre. Effectivement, Marion Maréchal a fait le job en passant le Rubicon. Éric Zemmour a fait le job en allant la chercher. Maintenant, la question qui se pose, c'est nous, quels sont nos Marion Maréchal et quels sont nos Éric Zemmour, comment on peut rallier qui DLR, qui DRN et qui aussi de la gauche. Mais vous savez, cette gauche qu'on aime, pas la gauche woke, la gauche qu'on aime, la gauche qui bosse, la gauche qui râle, la gauche qui n'aime pas les patrons, mais que les patrons aiment bien. Cette gauche-là, c'est la nôtre. C'est cette gauche-là qui nous fait honte parfois d'être de droite. Cette gauche-là, elle doit voter avec nous. Elle doit être avec nous parce que c'est le peuple, mes amis. Et donc on va aller la chercher. Il faut qu'il vienne, il faut qu'il soit Zemmour. Écoutez, la lettre d'Emmanuel Macron que vous avez bien fait de pas lire. La lettre d'Emmanuel Macron que vous avez renvoyée à son auteur. La lettre d'Emmanuel Macron, la génération Z lui fait un grand bras d'honneur.
Pourquoi la génération Z lui fait un grand bras d'honneur? Parce que dans sa lettre, à un moment donné, il dit, pour griffer Éric Zemmour, il dit « Cessons de penser à la France de notre enfance pour penser à la France de nos enfants. » On savait qu'Emmanuel Macron n'aimait pas la famille. On comprend pourquoi maintenant. Il ne la comprend pas. Il ne la comprend pas. Il n'a rien compris. Il ne la connaît pas. Parce qu'entre le père et le fils, il y a l'amour. Entre la France du fils et la France du père, il y a la confiance. Entre la France du père et la France du fils, il y a la transmission. Il y voit de l'opposition. Messieurs et mesdames et messieurs, quand on transmet une entreprise, l'accident c'est la rupture. Mais la norme, c'est la continuité. Quand on transmet un pays, l'accident c'est la rupture. Mais la norme, c'est la continuité. Parce qu'un père transmet à son fils, et un père ne s'oppose pas à son fils. Quel est le père qui s'oppose à son fils? Ce symbole-là du quinquennat de Macron, il est terrible. C'est un homme d'opposition. Il oppose le père et le fils, les élites et le peuple. Alors, dans les meetings, quand je vois l'immense talent, l'immense enthousiasme, l'immense force, l'immense capacité de formation, de débat, de combat, de rigolade, de bière et de remilitantisme de cette génération, je suis vraiment touché de voir que ma France, celle de mon enfance, enthousiasme la France de mes enfants. Et moi, je ne vois pas de rupture. J'y vois une continuité culturelle, j'y vois une transmission. Mesdames et messieurs, c'est pour ça que je vais pouvoir maintenant vous passer quelqu'un qu'on a plaisir à recevoir ici, quelqu'un qui en termes de militantisme s'y connaît, un enfant du pays. Je voudrais qu'on reçoive et qu'on applaudisse très fort Stanislas Rigaud, porte-parole de Reconquête, président de l'ESR. Stanislas, ce soir, je voudrais vous dire une chose, en Mayenne, on vous passe beaucoup plus que le micro, on vous passe beaucoup plus que la parole. Ce soir, on vous passe la France qui fut la nôtre, pour qu'elle devienne la France qui sera la vôtre, parce que ce sera de toute façon toujours la France. Merci d'être là, Stanislas. Et puis quelle ambiance, il y a plus d'ambiance ici qu'un meeting de Valérie Pécresse, donc enfin en plus je m'excuse, je suis un petit peu malade aujourd'hui, depuis qu'Emmanuel Macron est candidat, j'ai fait une rechute. Je suis malheureusement touché du variant Macron pour sa candidature, vous m'excuserez si je ne suis pas en pleine grande forme. Merci à tous les organisateurs pour cet événement. Je n'avais pas pu venir il y a maintenant un mois en Mayenne et j'en suis désolé. Donc, raison de plus d'être particulièrement heureux d'être ici ce soir. Et puis, bravo pour cette belle organisation et pour les 300 personnes qui sont là. Merci, ça fait chaud au cœur de voir cette mobilisation au quotidien. Bravo et merci d'être là. Et puis, en plus, à titre personnel, je suis très heureux d'être là parce que maman est née en Mayenne et mes parents sont actuellement aussi habitants de Mayenne, donc raison de plus de partager ce grand moment avec vous, ce beau moment politique pour ces quelques heures à venir, parce que je sais que la Mayenne est une terre magnifique, pleine d'entrain et qui mérite d'avoir à la tête du pays un président comme Éric Zemmour, donc raison de plus d'être là. Et puis toujours un grand plaisir également de venir avec Jean-Frédéric Poisson, de parcourir le pays avec lui. Nous avons fait plusieurs villes déjà, nous avons fait Libourne, nous avons fait Bourg-en-Bresse, et toutes ces villes étaient à chaque fois des grands moments où nous avons pu rencontrer nos militants qui sont actifs sur le terrain,
rencontrer des Français indécis, rencontrer des Français plein de bonne volonté qui avaient pour seul objectif de sauver notre pays. Et ça, c'est toujours un grand honneur de pouvoir leur parler, de pouvoir vous parler. Alors merci à vous, merci à tous ces Français que nous avons rencontrés tous les mois. Et puis ce soir, nous avons le privilège, la chance de venir avec de très bonnes nouvelles. La première excellente nouvelle, c'est qu'Éric Zemmour, vous le savez, est officiellement candidat à l'élection présidentielle parce qu'il a reçu les 500 parrainages nécessaires. Et ce, malgré les pièges du système, malgré les pressions médiatiques, malgré les intimidations que les maires, que les élus ont subies pendant des mois. Parce que Éric Zemmour, au moment où il a voulu se présenter, vous le savez, au début, le système rigolait. Moi, je me souviens qu'on me disait qu'Éric Zemmour, grosso modo, il ferait le score d'Astino ou le score d'Hidalgo aujourd'hui, autour des 1 ou 2%. Et puis, petit à petit, il a commencé à faire peur à ce système, à ces élites en place qui voyaient déjà le second tour arriver entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Alors, quand il a commencé à faire peur, Éric Zemmour, on a commencé à essayer de le faire tomber. On lui a inventé des histoires. On a essayé de déformer ses propos. On est allé chercher des propos qu'il avait tenus il y a plus de 10 ans. Et puis voilà, la plus grosse pression était sur les nerfs et grâce au travail de nos équipes, grâce à la détermination de nos militants sur le terrain, nous avons réussi à avoir ces 500 signatures. Et c'est notamment grâce à nos militants de terrain, c'est notamment grâce à vous. Alors merci et bravo à toutes nos équipes pour les 500 signatures. Et puis l'autre très grande nouvelle de ce début de semaine, mais j'ai entendu qu'on en avait déjà parlé quelques instants avant de travailler, c'est la venue et le ralliement de Marion Maréchal. Comme s'il fallait un signe de plus qu'Éric Zemmour était en train de faire l'union des patriotes, l'union des droites, je crois que ce week-end à Toulouse, nous en avons eu la preuve incarnée, parce que nous avons vu s'enchaîner à la tribune de ce meeting et un ancien membre du Rassemblement national avec Stéphane Ravier, un ancien LR, le vice-président des LR, Guillaume Pelletier, Philippe de Villiers, le créateur du Puy du Fou, et puis celle que tout le monde attendait, Marion Maréchal, avant d'avoir en bouquet final Éric Zemmour. Cette union des droits, cette union des patriotes, elle va nous permettre une seule chose, parce que cette union n'est qu'un moyen pour arriver à nos fins, et notre fin, c'est l'Élysée, c'est la survie de la France, c'est la victoire de nos idées pour faire de la France le plus beau pays du monde. Et puis, si nous sommes là ce soir ensemble, si nous sommes rassemblés pour soutenir Éric Zemmour, ce n'est pas dans le simple but de gagner une élection, ce n'est pas pour le simple but d'envoyer Éric Zemmour à l'Élysée. Si nous voulons aller à l'Élysée, si nous voulons qu'Éric Zemmour, le 24 avril prochain, soit président de la République, c'est parce qu'avant ça, il y a eu 5 ans de Hollande, il y a eu 5 ans de Macron. Et puis, chaque jour qu'il reste avant le premier et le deuxième tour, il faut nous rappeler ce qu'est le bilan d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est l'affaire Benalla. Emmanuel Macron, c'est l'affaire François de Rugy. Emmanuel Macron, c'est les Gilets jaunes pendant plus d'un an. Un an où les Français se sont affrontés avec les forces de l'ordre. Un an où les Français en colère se sont retrouvés dans la rue à se plaindre sans jamais rien avoir en retour. Emmanuel Macron, c'est aussi une crise du Covid. Une crise du Covid où nous avons eu pendant plus de 2 ans des allers-retours sans cesse. Avec Sibeth Ndiaye qui nous expliquait qu'il ne fallait pas mettre de masque parce qu'elle ne savait plus le mettre. Puis après, nous l'avons eu pendant des mois et des mois. Tout ça, ce bilan d'Emmanuel Macron catastrophique, il faut y mettre fin parce qu'Emmanuel Macron, 5 ans de plus, c'est la destruction de notre pays assurée. En plus de ça, vous avez sûrement vu les dernières déclarations d'Emmanuel Macron, il refuse de débattre. Il refuse de débattre. Eh bien, on trouve ça étonnant qu'Emmanuel Macron refuse de débattre au moment où l'un des candidats en face est Éric Zemmour. Emmanuel Macron s'y compte à aller faire des débats truqués parce qu'il était à Poissy hier de les Yvelines, face aux Français, soi-disant, en train de leur parler, en train de répondre à leurs questions. Et puis quelques heures plus tard, on apprenait que les questions étaient déjà programmées. On apprenait qu'Emmanuel Macron, en fait, avant de venir à la rencontre des Français, avait mis en place une série de questions déjà prêtes, une série de questions pour qu'ils ne soient pas dans l'embarras.
Alors je pense qu'une chose à faire dans cette élection, c'est de mettre Emmanuel Macron face à son bilan et de lui rappeler que les catastrophes que vivent les Français aujourd'hui, c'est notamment à cause de lui. Macron va devoir rendre des comptes. Emmanuel Macron va devoir expliquer son mandat, va devoir expliquer la situation dans laquelle il a mis la France, et puis surtout va devoir un jour ou l'autre débattre face à son adversaire idéologique le plus pur. Cet adversaire, vous le savez, c'est Éric Zemmour, c'est pour ça que vous êtes là ici, parce que les deux sont opposés tant sur le fond que sur la forme. C'est ma musique préférée. Tant sur le fond que sur la forme. Vous savez, Emmanuel Macron, c'est le président du en même temps. C'est le président du j'ai d'un côté du pont Moretti qui m'explique qu'il n'y a pas d'insécurité en France, et de l'autre côté, il a Gérald Darmanin qui se la joue cow-boy des forces de l'ordre. Emmanuel Macron, c'est le président qui va expliquer un jour qu'il n'y a pas de culture française, et puis le lendemain qui va nous faire un discours de 2 heures là-dessus. Emmanuel Macron, c'est le président qui nous a menti, le président qui nous a trahis. Et pendant ce temps-là, nous avons Éric Zemmour qui est le président de la clarté, le futur président de la clarté. Et Éric Zemmour, on peut lui reprocher certaines choses, on peut lui reprocher parfois d'être cash. Mais moi, un président menteur, un président cash, j'ai fait mon choix, je préfère avoir un président cash. Ce dont nous avons besoin pour les 5 prochaines années, ce n'est pas d'avoir un président qui nous cajole, ce n'est pas d'avoir un président qui nous fasse des caresses. Nous avons besoin d'un président qui dise des choses, qui décrive le réel. Et je crois que la première grande qualité d'Éric Zemmour avant d'être candidat à l'élection présidentielle, c'est l'honnêteté. C'est d'avoir su décrire le réel, d'avoir su mettre des mots, MOTS, sur les mots MAUX que nous rencontrions. Je crois que Éric Zemmour, c'est le candidat qui, quand nous avions du mal à exprimer ce que nous pensions, sur telle ou telle situation, sur l'immigration de masse, sur la perte d'identité française, lui était capable de nous expliquer ces phénomènes. Lui était capable de parler franchement aux gens. Et ce succès incroyable qu'il rencontre depuis plusieurs mois, il est dû à cette honnêteté folle. Il est dû à son courage sans faille. Nous l'avons encore vu et ce matin chez BFM, et nous l'avons encore vu hier soir sur LCI. Éric Zemmour, il répond sans détour aux questions. Il n'est pas là pour cajoler, il n'est pas là pour flatter telle ou telle partie de la population. Parce qu'Éric Zemmour, il parle aux Français, seulement aux Français, pour dire la vérité, rien que la vérité, et c'est ce qui fait la différence entre lui et les autres politiques. Puis Éric Zemmour, vous savez, c'est l'homme à qui l'on prédit toutes les catastrophes. Au début de l'année, comme je vous le disais à l'instant, on nous expliquait qu'il ferait 2%. Puis après, il a commencé à monter un petit peu, donc on s'est dit, bon, il fait des postures dans les sondages, mais bon, il n'a pas d'équipe. Il n'a pas d'équipe, personne n'a rejoint. Et puis on a eu Jean-Frédéric Poisson, Laurence Trochu, Philippe de Villiers, Stéphane Ravier, Guillaume Pelletier, Raymond Maréchal, Michel Jérôme Rivière. Et en fait, tous ces ralliements incroyables nous ont encore permis de faire mentir le système. Et puis, on nous a expliqué qu'Éric Zemmour était un homme seul et qu'il n'avait pas d'adhérents, qu'il n'avait pas de ralliement. Pourtant, ce soir, vous êtes 300, et partout en France, vous êtes des milliers, et partout en France, vous êtes des millions à soutenir. Donc merci à tous, parce que vous avez encore fait mentir le système. Puis, on nous a expliqué qu'Éric Zemmour n'avait pas de programme. On nous a expliqué que c'était un homme qui avait fait des constats, parfois bons, souvent nauséabonds, presque nazis selon les commentateurs. Et puis on a vu ce qu'Éric Zemmour proposait à travers les émissions. On a vu que son programme était basé sur 2 grands constats, le grand remplacement et le grand déclassement. Ces deux piliers qui vont permettre à Éric Zemmour et qui permettent aujourd'hui à Éric Zemmour de proposer un programme solide tant sur le plan de la sécurité et de l'identité que sur le volet social et le volet économique. Tant sur l'écologie, la vraie écologie, pas celle que Greta Thunberg nous propose, une vraie écologie, une écologie basée sur le réel, une écologie basée sur la réalité du quotidien des gens, une écologie qui sera capable de résoudre les problèmes qui vont se présenter à nous dans les prochaines années. Éric Zemmour, c'est aussi le candidat de la ruralité. C'est le candidat qui a envie de revitaliser ces zones abandonnées par la Macronie notamment. Vous savez, c'est Benjamin Griveaux qui décrivait les départements comme la Mayenne en ces termes en disant
ces gens qui roulent en diesel et qui fument des cigarettes. Ça, c'est la France de Benjamin Griveaux. Vous savez, Benjamin Griveaux, c'est le grand stratège d'Emmanuel Macron. Pas fichu de rester calme et de contrôler ses émotions. Parce qu'Éric Zemmour, par exemple, pour les zones rurales, il propose la prime naissance, celle de 10 000 €, qui va permettre de revitaliser les campagnes, de refaire de nos campagnes les plus belles du monde et surtout, par un cercle vertueux, de refaire revenir les services publics, de rouvrir les écoles, d'avoir de nouveau les cloches qui sonnent dans nos villages. Parce que la France, ce n'est pas seulement les plans banlieues faits depuis des années et des années. La France, ce n'est pas seulement l'argent investi dans les terrains de foot pour les quartiers du 9-3. La France, c'est aussi nos campagnes, c'est aussi la Mayenne, c'est aussi les France. Et puis, c'est l'un des sujets les plus importants du programme d'Éric Zemmour, mais la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, et il faut aussi le rappeler, le bilan d'Emmanuel Macron, il est simple. C'est une agression toutes les 44 secondes dans ce pays. Depuis que nous sommes arrivés ici, il y a déjà eu des dizaines et des dizaines d'agressions, des dizaines et des dizaines de jeunes femmes, de personnes âgées, de jeunes hommes qui se sont fait agresser par des racailles. Cette racaille impunie. Parce qu'il faut le rappeler, Emmanuel Macron et Dupond-Moretti, c'est aussi 10 000 personnes libérées pendant le Covid. Vous savez, des prisonniers dont des fichiers S qui ont été libérés pendant le Covid. Pendant que vous étiez enfermés chez vous, Emmanuel Macron libérait des gens dont il puisse trouver des Pour toutes ces raisons, pour toutes ces catastrophes qu'Emmanuel Macron a mises en place pendant ces 5 ans, pour toutes les belles propositions et le courage d'Éric Zemmour, il faut que chaque jour qui reste, ces 33 jours qui nous restent avant le premier tour, soit mis au profit d'Éric Zemmour, soit mis au profit de la plus belle aventure politique depuis des années, de la plus belle espérance possible pour notre pays. Parce que Éric Zemmour, et il faut le rappeler, l'enjeu de cette élection présidentielle, il a su le mettre au bon niveau. C'est la survie de notre civilisation, c'est la survie de notre beau pays. Et c'est pour ça que chaque jour qui reste doit être mis à profit pour tracter, pour coller, pour aller convaincre. Et vos camarades de classe, et vos collègues de travail, toutes ces personnes qui n'osent pas encore dire qu'elles votent pour Éric Zemmour, toutes ces personnes qui ne savent pas encore qu'il y a une élection présidentielle, il faut aller les chercher une par une. Parce que je crois que l'un des enjeux de cette élection, évidemment, il y a le nom des droites, il y a le nom des patriotes, mais c'est aussi aller chercher les abstentionnistes. Toutes ces personnes qui n'ont plus confiance en personne, toutes ces personnes qui pensent profondément que la politique est faite de menteurs et de personnes trompant les Français. Alors chaque jour qui reste, dans ce petit mois qui est devant nous, mettez-le à profit parce que cette bataille, elle vaut le coup d'être vécue, elle vaut le coup parce qu'Éric Zemmour n'est pas un homme politique comme les autres, parce qu'Éric Zemmour a la France au cœur, parce que vous avez la France au cœur, et qu'il faut nous battre pour. Vous pouvez compter sur moi, je sais que je peux compter sur vous, alors à cœur vaillant, rien d'impossible. Merci à tous. Vive Éric Zemmour, je vais vous dire au fond 4 choses. La première, pourquoi je suis là. La deuxième, quelle fin de campagne, quelle campagne nous sommes en train de vivre. La troisième, qu'est-ce qui nous attend si Éric Zemmour n'est pas élu. Et la quatrième, qu'est-ce qu'on doit faire pendant 30 jours. Voilà les 4 questions auxquelles je vais essayer de vous répondre. Et si je ne tombe pas d'inadmission d'hypoglycémie dans les 40 minutes qui viennent, je devrais pouvoir tenir cet ordre en principe. Moi, je faisais partie des gens qui n'y croyaient pas. Et pardon, j'ai oublié de saluer, je les ai pas vus encore, je ne sais pas où ils sont, mais j'ai entendu qu'ils étaient là, Pascal Gala et Fabien Laurent, je ne sais pas où ils sont. Mais en tout cas, merci de leur présence. Je n'ai pas salué non plus Louis Cachet, je vais parler tout à l'heure, mon cher Louis. Bonjour à toi aussi, merci. Comme je vous le disais, je faisais partie des gens qui n'y croyaient pas. Les premières fois que nous avons parlé de l'élection présidentielle avec Éric Zemmour, que je connais depuis un certain temps maintenant, je me suis dit, mais il ne se rend pas compte. D'ailleurs, c'est vrai, je ne me rendais pas compte. Ça n'a pourtant pas changé ni sa détermination, ni, comme vous l'avez constaté, sa décision finale. Je pensais qu'il ne franchirait pas le pas parce que, c'est vrai, sa situation était relativement enviable. Il avait à peu près tout ce dont on peut rêver dans le monde moderne, c'est-à-dire un statut, l'autorité, une vie relativement aisée sur le plan financier, la célébrité, la visibilité, enfin tout ce qui habituellement peut
comme on dit, remplir la main d'un honnête homme. Et puis, malgré tout ça, il a effectivement choisi d'exercer pas tout à fait un métier, mais enfin de se lancer dans cette activité folle, qui, au contraire de tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, est le meilleur moyen sans doute de recevoir des engueulades à répétition et peu de compliments. Pas du tout la meilleure manière de s'enrichir. Si vous voulez gagner de l'argent, ne faites pas de politique, vous faites quelque chose à côté, mais si vous voulez, je vous en parle en détail, je le ferai volontiers. Donc il a renoncé à des choses qui étaient acquises pour lui, simplement parce qu'il s'est dit à un moment de son existence qu'il ne pouvait pas rester inactif ou passif devant l'état d'une France qui se délite tous les jours sous nos yeux. Et il a franchi ce pas. Un midi de l'automne 2020, nous avons déjeuné ensemble à Paris. Ce jour-là, je lui ai dit, mon cher Éric, nous ne serons pas candidats l'un contre l'autre. Et en annonçant ma candidature à la présidentielle quelques mois plus tôt, j'avais annoncé, comme je le fais d'ailleurs depuis longtemps, je veux porter un projet conservateur pour l'élection présidentielle. Je serai le seul candidat de la présidentielle à assumer le fait d'être conservateur. Quand vous voyez l'énergie que déploie Valérie Pécresse et Marine Le Pen pour démontrer qu'elles ne le sont pas, vous pouvez vous dire qu'effectivement, il y avait quand même un espace politique à prendre, et je pensais que je serais fait à prendre. Et j'avais dit, si en revanche, il se trouve un candidat qui est mieux placé que moi pour porter un projet similaire, évidemment, par souci d'efficacité, je me retirerai à son profit. Et donc je l'ai fait. J'ai assorti cette jonction de deux souhaits, qui me paraissent des conditions absolument essentielles pour notre succès. Le premier souhait consistait à réaliser non pas une nouvelle formation politique à l'ancienne, c'est-à-dire, vous savez, la forme d'une pyramide, nous d'abord par la loi de la gravitation, les choses vont systématiquement de haut en bas, en s'arrêtant le moins possible dans les échelons intermédiaires et puis en tapant bien fort sur le bas de préférence. Et j'ai dit, Eric, ça ne fonctionnera pas. Le monde moderne n'aime plus les organisations pyramidales qui marchent par la gravitation. L'aspiration de nos concitoyens, partout où ils sont, même s'ils ne l'usent pas, même s'ils n'en usent pas de manière régulière, c'est de prendre part à la décision, c'est participer au processus d'élaboration, c'est d'avoir quelque chose à partager avec leurs voisins. C'est ça qui est. Ils ne le font pas toujours. En tout cas, le fait de savoir qu'ils peuvent le faire, ça les rassure et ils sont contents. Et donc j'ai demandé à Éric, formons une coalition, une alliance, ce que Stanislas appelait tout à l'heure l'union des droites et l'union des patriotes. Je préfère d'ailleurs l'union des patriotes à l'union des droites. Pour tout vous dire, le sort des partis de droite me préoccupe assez peu, en réalité, pour ne pas dire que j'en ai à peu près rien à faire. En revanche, le rassemblement des personnes de bonne volonté autour d'un même projet susceptible de redresser la France, ça a du sens. Mais qu'ils viennent de droite d'ailleurs, ou de nulle part, ou qu'ils aient été à droite il y a longtemps, et qu'ils reviennent dans l'échiquier politique maintenant. C'est ça qui est important, et c'est d'ailleurs ce qu'on constate. Et c'est ça qui fait la réussite de Éric Zemmour, c'est que le fait d'être entré dans cette démarche de rassemblement, que les autres ne voulaient pas.